Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la télé d'EPSAD. Nous sommes sur le stand F38 à Santexpo, sur le plateau conjoint de la FEDEPSAD et de l'UPSADI. On accueille cet après-midi Franck de Vulder. Franck de Vulder, bonjour, vous êtes médecin et président de la CSMF. Bonjour, merci pour votre invitation. Et on accueille également Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD, et Mathieu Glo, administrateur de l'UPSADI. Bonjour. Alors Franck de Vulder, ensemble on va parler accès aux soins et puis parcours de soins. Votre profession fait toujours face à de grandes difficultés pour répondre aux besoins de soins d'une population qui vieillit. Quelles sont selon vous les solutions efficaces qui n'ont pas encore été exploitées par les pouvoirs publics et qu'il est urgent de mettre en place pour dégager du temps médical ? Vaste question. Ouais. Je pense que si on avait la solution, elle serait appliquée depuis longtemps. Je fais un petit correctif. Ce n'est pas notre profession qui est face à des difficultés, mais nos concitoyens. Nous aussi. Parce que quand on nous dit finalement vous en moquez un peu et vous êtes assez peu préoccupé par ça, je balaye ça d'un revers de main parce qu'on est réellement en contact quotidien quand on est médecin libéral. Parce qu'il n'y a pas de filtre et donc on est en contact quotidien avec des gens qui sont en souffrance, qui cherchent un médecin généraliste, qui cherchent un médecin spécialiste et qui, dans beaucoup de territoires, ont des difficultés. Alors, un tout petit point d'histoire sur ce plan, non pas parce qu'il faille regarder derrière, je pense que les solutions, elles sont devant nous. Mais il faut savoir d'où on part, parce que quand on nous dit mais tout ça, c'est parce que les médecins n'en font pas assez, je rappellerai en quelques mots que le temps de travail, chiffre du ministère de la Santé, des médecins libéraux, c'est 55 heures par semaine. Ça veut dire qui dit mieux dans un pays où on a mis en place la loi sur les 35 heures il y a maintenant quelques années. On hérite d'une situation où le dogme politique du début des années 80, qui a été renforcé au début des années 90, a été de dire si les médecins sont moins nombreux, ils prescriront moins et ça va aller mieux. C'était tellement vrai qu'on avait mis en place un dispositif facilitant le départ en retraite prématuré à taux plein. Incroyable. Mais c'était pas il y a un siècle. Mes prédécesseurs, je me suis installé fin 97, ont bénéficié de ce qu'on appelait le MICA, qui est cette retraite prise avant l'heure, à taux plein. Le but était d'avoir moins de médecins. En deux chiffres, fin des années 70, la France forme 7000 médecins par an. Et pendant les 20 ans qui suivent, on forme 3500 médecins par an. On ne renouvelle pas les générations. Alors qu'on savait. On savait que le vieillissement de la population allait générer une demande de soins plus importante. On savait que le vieillissement et les progrès médicaux allaient générer plus de pathologies chroniques. Il y a 15 millions de patients en affection de longue durée aujourd'hui. Ça augmente de 400 000 chaque année. On savait ça. On savait qu'il y avait, et aujourd'hui ce n'est plus un effet de genre, mais on savait qu'il y avait une féminisation importante qui donnait un rapport au travail important, mais différent. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'était l'effet de ce rapport au travail qui, dans toutes les professions, a changé de celle des générations X, Y, Z, qui a ses vertus. Il vaut mieux avoir un médecin qui nous soigne et qui est en bonne santé. Tout ça, on savait. Alors maintenant, comment on fait alors que la situation, elle est éminemment complexe ? C'est pas tellement de médecins que nous manquons, c'est de temps médical. Parce qu'on sait qu'on soit salarié à l'hôpital, qu'on soit salarié d'une autre structure de soins en tant que médecin, qu'on soit libéral, quand un médecin aujourd'hui prend sa retraite, quand une infirmière prend sa retraite, il en faut 2,3, 2,4, 2,5 pour la remplacer. Ça a toujours été un peu le cas. Les générations avant la mienne travaillaient plus que ce que je travaille et pourtant je ne ménage pas ma peine. Il faut vivre avec ça et faire avec ça. Donc il y a plusieurs solutions. La solution, je vois que le gouvernement s'y attache, c'est se poser la question de ces Français, de nos enfants qui font médecine ou d'autres professions de santé à l'étranger et de faciliter leur retour. Parce que si on ne le facilite pas, les autres pays qui nous entourent, qui ont les mêmes problématiques que les nôtres, vont les séduire pour les faire venir chez eux. C'est de former plus de médecins. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais simplement, un médecin, c'est 12 ans de formation avant qu'il soit sur le marché.
J'avais cet échange sur une autre table ronde tout à l'heure avec Yannick Noder, avec simplement, attention, ne pas recommencer les erreurs du passé et de savoir s'arrêter à temps. Aujourd'hui, on forme 12 000 étudiants en médecine par an, très bientôt 16 000. À un moment, il faudra baisser d'une marche ou deux, parce que sinon, on va être en inadéquation, et non professionnels sera en inadéquation avec les besoins de la population. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On a besoin de professionnels de santé et donc il faut les former et les former massivement. Alors pour répondre à la problématique de l'accès aux soins, Alexandra Duvauchel, les PSAD peuvent être un appui pour libérer du temps médical aux médecins? Ils ne sont même que ça, en réalité. D'abord, les PSAD n'interviennent que sur prescription médicale. Et on intervient dans le cadre de protocoles qui sont déterminés, des protocoles de prise en charge déterminés par les nomenclatures, mais aussi en lien avec les médecins. Et nous, notre objectif, il est de fluidifier, faciliter l'accès à l'information, permettant la décision médicale, qui ne nous appartient évidemment pas, mais en revanche de mettre à disposition l'ensemble des éléments qui permettent aux professionnels médecins de décider et d'accompagner le patient au long cours. Donc en fait, c'est un peu comme pour singer l'hôpital. Nous sommes les yeux et les oreilles des médecins au domicile des patients, de la même manière qu'un aide-soignant ou une infirmière à l'hôpital et les yeux et l'oreille du prescripteur hospitalier. En l'occurrence, on fait ces ponts, et c'est essentiel, entre le prescripteur, qu'il soit hospitalier ou libéral, les médecins libéraux, médecins traitants le plus souvent, médecins spécialistes quand ce sont les prescripteurs, et l'ensemble des acteurs. Donc finalement, on soulage véritablement de manière technique, médico-technique, en donnant toutes les informations, mettant à disposition tout ce qui va permettre la décision médicale et l'accompagnement au long cours. Donc je pense que les prestataires sont un pilier de cet accompagnement et de cette fluidification et de ce gain de temps médical. Mathieu Glos, pour autant, ce rôle que vient de nous exposer Alexandra Duvauchel, il n'est pas toujours très bien reconnu. Qu'est-ce qui reste à faire du côté des PSAD pour que ce rôle-là soit mieux reconnu? Déjà, c'est un bon constat, en effet, et c'est pour ça qu'on est là, typiquement aujourd'hui, c'est pour faire reconnaître la profession. Il y a énormément de choses à faire, mais je pense aussi pour les pouvoirs publics, de nous intégrer dans leurs décisions, dans leur raisonnement. Parce que, comme le disait Alexandra, en effet, on est présent, on couvre tout le territoire. On a aujourd'hui 33 000 personnes, dont 30% qui sont des professionnels de santé. Donc il faut nous utiliser. On a des compétences. On peut faire gagner du temps médical aux soignants, aux médecins. Donc il faut qu'on soit reconnu et utilisé pour faire gagner de l'argent à la sécurité sociale. Parce que le domicile, c'est pas un coût supplémentaire, c'est des économies qui vont aller dans le sens de la sécurité sociale, qui vont aller dans le sens du patient parce qu'on est mieux à domicile avec sa famille, qui vont aider également les médecins. Donc tout le monde a intérêt à aller dans cette voie-là. Franck Duvulder, je le disais tout à l'heure, vous êtes médecin et vous êtes gastro-entérologue. Est-ce que dans votre pratique, vous avez l'occasion de travailler directement avec des PSAD? Et si oui, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça apporte surtout à vos patients d'avoir des interlocuteurs à domicile? Oui, en particulier sur tout le volet oncologique de la gastro-entérologie. Je disais tout à l'heure, et pas parce que je suis aujourd'hui chez vous et sur le stand de la FEDEPSAD, je n'ai aucun lien d'intérêt avec vous, mais simplement, je pense que le mot le plus important qui va animer les débats qu'on va avoir pendant un an face à une échéance électorale majeure, le travail du ou de la présidente de la République de demain, principal, à mes yeux, ça va être comment assurer la réforme de notre système de santé et de protection sociale sur son volet soutenabilité financière. Parce que tout a changé, c'est tout à l'heure, on est plus nombreux, on est plus âgés, on a donc plus de maladies chroniques. Il y a une dénatalité qui est l'élément majeur qu'on ne connaissait pas et qui va impacter notre modèle de protection sociale et qui va l'impacter durablement. Comment on fait ? Et en plus, il y a une volonté réelle de tout à chacun aujourd'hui, de quand ça ne va pas bien, que ça n'aille pas bien chez nous.
et les prestataires de soins à domicile, mais d'autres organisations. La HAD, le machin. Arrêtons de dire qu'il y a des concurrents, que c'est système concurrentiel. Non, plus aujourd'hui, ça ne s'entend pas comme ça. Ce n'est pas un coût supplémentaire, c'est une économie. À partir du moment où on aura le courage politique de dire que cette économie, on la trouvera si et seulement si on a une réforme globale de notre système de santé. Si on a une réforme de la carte sanitaire de notre hôpital auquel on est tant attaché. Relisons le dernier rapport de la Cour des comptes sur ce plan. Ce n'est pas la CSMF et Franck de Vulder qui le dit. Donc je pense qu'il faut qu'on s'inscrive au service de la population dans des soins de proximité et puis d'avoir derrière les soins à domicile un hôpital de proximité. On n'y fait pas forcément de la chirurgie sur des blocs opératoires et des plateaux techniques lourds parce que ça, il faut la concentrer sur des centres à plus haute technicité, mais c'est là où le soin à domicile ne suffit plus, et puis si ça ne suffit plus, on va plus loin. Se discute en ce moment au Parlement un projet de loi sur la fin de vie, c'est pas le sujet d'en parler aujourd'hui, mais on sait combien nous manquons de services, d'organisation médicale, de soins de suite, à domicile ou pas quand c'est plus nécessaire. Je pense que c'est une nécessité humaniste et budgétaire pour le pays. Cela devra donc être, selon vous, la priorité du prochain ou de la prochaine présidente de la République ? La priorité, c'est soutenabilité de modèle social. On est salué par tous nos voisins et les pays qui nous entourent sur la qualité de notre système de protection sociale, la qualité de notre système de santé. Simplement, tout a changé. Et tout va changer encore plus fort. Je reviens sur le mot dénatalité. J'avais cet échange avec l'ancienne ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, Catherine Vautrin, rémoise comme moi, et donc on est très proches sur ça. Et je me souviens de la confidence qu'elle me faisait de façon assez officieuse en me disant, si on n'arrive pas à trouver les mots pour faire comprendre et pour interroger la population sur des grands choix de société, on est en démocratie, la population choisira. C'est finalement la finance mondiale qui le fera à notre place. Je pense que le débat qui va s'ouvrir et qui est en train de s'ouvrir en vue des élections présidentielles et le travail principal de la future présidente de la République, ça va être comment on assure la pérennité de notre Sécu qui vient de fêter ses 80 ans, mais qui a un déficit abyssal et qui va s'aggraver. Notre système de protection sociale qui coûte 800 milliards d'euros à l'assurance, à la société française. Notre système de santé qui en coûte 250 milliards. Comment on fait mieux au service d'une population plus nombreuse avec des règles qui ont changé? Alexandra Duvauchel, vous souhaitiez réagir à ce que vient de nous dire Franck de Vulder? Oui, mais je pense qu'il y a aussi un autre élément et que tu viens de dire juste avant, c'est que les pratiques ont changé aussi. C'est que les projets ou le système de santé doit tenir compte de ces évolutions de pratiques, de l'évolution des pratiques médicales, des innovations technologiques, des innovations pharmacologiques qui génèrent nécessairement des modes de prise en charge différents de ceux qu'on a connus il y a 10 ou 20 ans. Et en fait, je pense que le mode de changement, la rapidité de changement, l'adaptation à ces évolutions de pratiques est insuffisamment pris en compte, parce que comme vous le dites très très bien, et on le dit tous, tout repose sur la soutenabilité et des choix finalement audacieux et politiques forts, mais aussi sur finalement une plus grande agilité des politiques publiques à tenir compte des évolutions de pratiques et des attentes à la fois des patients, des besoins des patients, et ne plus rester figé sur, entre guillemets, un mode de prise en charge ancien. L'hospitalocentrisme, a fait long cours. Il faut maintenant aller au-delà. Il faut réfléchir à d'autres manières de prendre en charge dans la coopération, dans la collaboration pluriprofessionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui sur le terrain. Franck de Vulder, rapidement. Oui, maintenant, il y a un mot dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est le mot prévention. La prévention, ce n'est pas seulement le rôle des médecins et des professionnels de santé, si en prévention secondaire et tertiaire. Mais je m'associe en cela aux propos de la ministre Agnès Buzyn, qui me taquinait un jour dans un débat parlementaire en me disant la prévention, quand on est ministre de la Santé, en fait, finalement, ça devrait être l'affaire de tous les ministères, sauf celui-là, sauf le ministère de la Santé. Elle n'a pas tout à fait tort. La prévention primaire, c'est un problème de société. La prévention de l'obésité,
c'est un problème de société. Ça impose des choix, y compris des choix économiques, sur la façon dont on se nourrit, dont on pratique le sport. Et en plus, c'est très injuste, parce qu'on sait très bien qu'il y a un gradient géographique, mais qu'il y a un gradient social. Donc je pense qu'on n'y échappera pas. Le deuxième point que je souhaitais dire brièvement, et Alexandra en a parlé tout à l'heure, c'est en relation avec le médecin. On ne peut pas faire n'importe quoi. Évidemment, le périmètre des différentes professions de santé évolue. Sauf je me complais à le dire en permanence, sauf celui des médecins. Le médecin, c'est l'expert de notre santé. Il doit donc être honoré, et qu'il soit salarié ou libéral, à hauteur de la qualité de son expertise. Mais on ne le voit pas tous les jours, parce que l'expert, on ne peut pas le voir tous les jours. Mais tout ça, ça doit se faire en lien, absolument en lien. On croit beaucoup à la SSMF, au parcours de soins et au rôle prégnant du chef d'orchestre qu'est le médecin généraliste. Le chef d'orchestre, ça ne veut pas dire celui qui a autorité sur les autres, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas faire le métier d'un infirmier et encore moins d'un kinésithérapeute. Mais ça doit être coordonné, et ça doit être coordonné par son médecin. Sinon, on perd en pertinence, en qualité, en efficience, et ça, c'est un vrai sujet. Peut-être pour conclure, parce que le temps file, Mathieu Glos, l'EPSAD joue ce rôle de prévention dont vient de nous parler Franck de Hulder, et sont amenés à le jouer davantage à l'avenir, et également ce rôle de coordination, ils peuvent le jouer également au sein du système de santé. Alors en effet, on fait dans une certaine mesure, mais je pense qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin, justement, de par notre proximité des patients et notre capacité à aller au domicile, à discuter avec eux et ne pas faire perdre du temps médical aux experts médecins, comme vous l'avez dit. Voilà. Alors, si je peux me permettre juste une petite question concernant l'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des innovations qui sont en train d'arriver ou qui vont arriver et qui pourront vous aider dans votre quotidien ? Donc on parle d'innovation, alors c'est un champ très large. De l'innovation thérapeutique, de l'innovation pharmaceutique et médicamenteuse, avec évidemment toutes les inquiétudes qu'on a aujourd'hui, qui vont au-delà des inquiétudes avec la politique menée par Donald Trump aux États-Unis sur le prix du médicament, qui fait craindre un moindre accès aux médicaments innovants en Europe et en particulier en France, où le prix du médicament est le moins élevé de tous. Mais quand on parle d'innovation, en tout cas pour moi, il y a un mot qui sort, c'est IA, et qui est intelligence artificielle. D'abord, je pense qu'il faut rassurer celles et ceux qui nous écoutent. Je ne pense pas que demain, notre médecin, notre prestataire de soins à domicile, notre infirmière, ce sera une machine. Je n'y crois pas. Je pense en revanche que le professionnel de santé, le médecin non augmenté par de l'intelligence artificielle, demain, il se fera rare. Loin de moi d'aller distribuer des bons et des mauvais points, mais il se fera rare. L'IA est déjà aujourd'hui dans notre rentrée dans nos cabinets médicaux, non seulement dans l'organisation de nos agendas, dans nos logiciels métiers. On le voit bien d'ailleurs, vous prenez des rendez-vous aujourd'hui avec des agendas en ligne où on vous signale que tiens, il y a un rendez-vous qui vient de se libérer, vous recevez un SMS, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais l'IA, elle intervient également sur un plan technique. Le gastroentérologue que je suis, aujourd'hui, je fais mes coloscopies avec une chaîne d'endoscopie qui est douée d'un processeur d'intelligence artificielle et qui me signale, ou qui m'aide à me signaler la présence de polypes. On va me dire, mais vous voyez si mal que ça ? Pas du tout, mais toutes les études ont montré que le nombre de taux de détection de polypes était plus élevé de 15% quand on utilisait ces logiciels. Découvrir un polype, c'est éviter un cancer pour demain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je pense que l'innovation technique et organisationnelle, elle passera par des médecins augmentés, par leur formation, par leurs compétences, par leur capacité à travailler ensemble, par de l'intelligence artificielle. Merci Franck de Hulder, on va se quitter là-dessus. Merci également Alexandra Duvauchel et Mathieu Glos de cette intervention. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube La Télé d'EPSAD et nous retrouver demain pour la dernière journée de Santexpo sur le stand F38. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.